dans la maison, la dame qui vient un jour par semaine ou chaque jour pour nettoyer la maison, pour préparer le repas, combien elle gagne? Combien elle envoie à sa famille en Haïti, par exemple? Est-ce que nous avons raconté cette histoire? Et c'est une manière de changer l'agenda. Je suis convaincue que les chiffres froids ne disent rien. Une histoire humaine dit beaucoup plus et apporte beaucoup plus à une autre vision. Nous avons vu dans la rue la plupart des gens qui vendent des fruits dans les rues, qui te vendent des avocats. Ce sont des citoyens haïtiens, hommes et femmes, qui sont incorporés à la production, au marché informel dominicain. Est-ce que nous avons raconté ces histoires? Lorsqu'on les voit, qu'est-ce que l'on pense en tant qu'être humain? C'est quelqu'un qui vend là où il a combien d'enfants, combien il gagne? Celui qui vend des vêtements. Par exemple, si tu vas dans les provinces et tu vois qu'on te vend des vêtements, n'importe quoi, un tennis, des sandales, et tu te demandes combien il gagne, est-ce qu'il peut manger avec ce qu'il gagne. Que signifie pour un immigrant que de quitter un immigrant haïtien? S'ils admirent quelque chose de l'haïtien, c'est sa conscience d'être, comment ils se reconnaissent, comment ils sont orgueilleux de leurs racines et comment ils aiment leur pays. Ils sortent parce qu'ils sont forcés de le faire. Et alors, je me pose cette question. Combien leur coûte d'être ici? Alors, ce sont des histoires qu'il y a à raconter et qu'il faut mettre dans les agendas. Moi, je suis intéressé au journalisme humain, celui qui accompagne les chiffres de l'histoire humaine. Les chiffres ne disent pas grand-chose. Ce sont des histoires qui arrivent chaque jour et on peut petit à petit changer l'agenda, humaniser ces gens, cet homme, cette femme haïtienne qui viennent ici faire quelque chose. Je peux dire quelque chose de personnel. J'ai une situation là où je vis parce que c'est un citoyen haïtien et il doit travailler de 8 heures, de 6 heures à 6 heures, de 6 à 6. Est-ce que nous avons raconté des histoires de la sécurité pour ces gens? Nous sommes allés au secrétariat de travail pour dire que ce qui est juste, c'est 8 heures, même si je suis juste pour les veilleurs de nuit. C'est pareil pour les Dominicains. Elle parle les deux en dehors du micro. Comment on abuse de 6 heures du matin à 6 heures du soir et parfois ils sont payés en retard. Ce sont des histoires que, comme elles sont si évidentes, mais ce sont des histoires racontées qui peuvent petit à petit aider à changer l'agenda. Mais nous devons avant tout, en tant que rapporteuse, comme être humain, changer. Maria Saville, il faut changer le discours en changeant nous-mêmes, étant autocritique, en nous posant cette question. Un bon journaliste, c'est celui qui est toujours surpris par la quotidienneté. C'est celui qui reste curieux des choses. Ce qui est évident ne l'est pas pour lui. C'est une opportunité d'histoire. Et on peut ainsi changer les choses. C'est ainsi qu'on peut changer les choses. Parce que lorsqu'on s'habitue à voir la réalité, là, il y a la perte de beaucoup d'histoires. Et c'est ce qui arrive avec la réalité dominico-haïtienne. On s'est habitué à ce que ce sont les mêmes histoires. Ils sont déportés, les droits humains nous punissent, c'est le travailleur, etc. Ce sont les mêmes histoires. Mais le défi, c'est de voir d'autres histoires, de les voir avec d'autres yeux et de les raconter. J'aimerais maintenant que l'on donne la possibilité à vous, présents ici, et ceux qui nous suivent sur Internet, de poser des questions. Pour nous organiser, ceux qui ont des questions, levez la main. Je vais prendre 3 questions par tour. Vous devez vous servir des micros pour favoriser la traduction et dire qui vous êtes, d'où vous venez, s'il vous plaît. ¿Alguna otra persona en este momento quiere intervenir? 2 y 3. Ok, comenzamos con estas 3. Se presentan y al final de las 3 preguntas ustedes responden. Y seguimos con otras rondas. Sí. Je suis La Fontaine Orville.
Je suis étudiant en communication sociale à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Et je remercie les panélistes pour leur intervention magistrale et je vois leur intérêt pour que le journalisme soit vraiment un apéritif pour le changement social. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'intervention de Godson Pierre, qui a signalé les travers de la presse haïtienne pour arriver à déboucher sur une démocratie. Alors j'aimerais savoir pour nous autres en République dominicaine comment ça se passe. Est-ce que la presse dominicaine rencontre des difficultés dans la recherche de la démocratie? Ok, la segunda pregunta aquí. Je suis Patrick Saint-Pré, étudiant à la faculté des sciences humaines en communication sociale et de l'Université d'État d'Haïti. Je remercie les panélistes et ma question est pour M. Godson Pierre, dont j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt son intervention. Donc, M. Godson a parlé de les médias qui ne doivent pas prendre la place des acteurs. Donc, ils doivent constituer ce qu'on appelle des relais lucides, selon lui, et des médiateurs intelligents. Donc, ma question est la suivante. Au regard des événements qui se sont déroulés en Haïti, et fin 2003 et début 2004, donc qui ont occasionné l'éviction du président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir, est-ce que les médias, durant ces événements, n'avaient pas pris la place des acteurs, compte tenu dans leur implication, compte tenu et dans les choix des acteurs dont ils décidaient de donner la parole, d'accorder la parole. Donc, je parle des médias des deux côtés, donc les médias qui soutenaient le régime en place et les médias qui ont pris position contre le régime aristidien. Donc, est-ce que ces médias-là n'avaient pas pris la place des acteurs? Merci. Allá la última de esta ronda. Buenas. Mi nombre es Fulci Montero. Mon nom est Fulci Montero. J'étudie à l'Université autonome de Santo Domingo, communication sociale, mention journalisme. Ma question c'est pour M. Godson. Qu'est-ce qui est actuellement fait en Haïti pour récupérer le système de communication ou un exercice du journalisme durable? Et si Tania a quelque chose à ajouter aux questions, on va répondre donc à ces trois questions et après on aura une deuxième ronde. Alors, donc, je commence par la dernière question qui concerne Haïti. Si je comprends bien et si je reformule, c'est qu'est-ce qui se fait en Haïti pour, disons, renforcer le journalisme, pour remettre le journalisme sur les rails. C'est bien ça. Ok. Alors, je dirais que premièrement, il faut dire qu'il y a la liberté de la presse en Haïti. Ce que j'ai dit en ouverture de mon exposé ne signifie pas qu'il n'y a plus de liberté de presse en Haïti. Il y a encore de la liberté de presse en Haïti. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a des menaces sur la liberté de la presse en Haïti. Donc, pour résumer, Haïti connaît une situation de presse libre, mais il y a des menaces sur la liberté de la presse et d'expression en Haïti. Des menaces qui sont directes et des menaces qui sont indirectes. L'actuel président haïtien, Michel Martelly,
n'a jamais caché son attitude hostile vis-à-vis de la presse. Il y a aussi des menaces, je dirais, voilées ou pas aussi explicites que celles proférées parfois par le président contre la presse. Et il y a aussi un contexte qui peut être, dans un certain sens, menaçant vis-à-vis de la presse en Haïti. Je vais m'expliquer. Lorsque, dans un pays, vous avez un président qui déclare publiquement et à des directeurs de médias que lui-même, tenant compte de la qualité qu'il considère exécrable des radios, qu'il n'écoute plus la radio, ou bien quand il y a dans une foule qu'il écoute des gens qui manifestent des attitudes hostiles vis-à-vis des médias et de la presse en général, que lui-même il approuve ces attitudes, ceci peut conduire à des dérives incontrôlables. C'est, dans un certain sens, un signe qui invite à invectiver les médias, à invectiver les journalistes et même à passer à l'acte. On a vu ça dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire récente d'Haïti, notamment dans le cas d'Aristide, lorsque vers le début des années 2000, vers 2003-2004 également, il avait une attitude hostile vis-à-vis des médias. On voyait ses partisans s'en prendre directement aux médias, n'est-ce pas, en attaquant soit à coups de pierre, en cassant les antennes, etc. Et ce sont des actes qui sont restés jusqu'à présent impunis. Donc, un président, un ministre, un leader en général a une charge symbolique telle que sa propre attitude vis-à-vis des médias peut se refléter sur l'ensemble de ses partisans. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a menace. Il y a menace aussi du point de vue institutionnel, parce que tout ce que cherche maintenant le Conseil national des télécommunications, qui vient de procéder à la fermeture de cette radio communautaire, c'est d'essayer de contrôler la liberté de parole en Haïti. Donc ceci est grave et la manière dont on veut le faire, c'est de promulguer ou de mettre en place une loi sur la presse. Le problème n'est pas la loi sur la presse elle-même, mais ce sont les conditions dans lesquelles sont mises en place cette loi sur la presse. Ce sont les objectifs visés à travers la mise en place de cette loi sur la presse. En fait, ce qui se passe, c'est que les autorités haïtiennes actuelles, les autorités haïtiennes d'aujourd'hui, estiment qu'il y a trop de liberté de presse. Il y a trop de liberté de presse et ce qu'elles voudraient, ce serait de restreindre cette liberté de presse. Donc c'est dans ce sens que nous disons qu'il y a menace. Mais en même temps, au niveau de la société en général et des mouvements sociaux, des mouvements démocratiques et populaires en particulier, il y a le sentiment que la liberté d'opinion, la liberté de la presse et d'expression représentent des acquis. Et ce sont aujourd'hui dans la société haïtienne des acquis que nous estimons qui sont des acquis incontournables. Je peux oser dire que c'est pas demain qu'on va ravir à la population haïtienne cette liberté de presse, cette liberté d'expression et cette liberté d'opinion.
Depuis 1986, aujourd'hui, je ne sais pas, ceux qui ont pris naissance en 1986 ont aujourd'hui une trentaine d'années. Eh bien, ces gens-là ne savent plus se taire. Moi-même, je suis né dans les années 60, à l'époque où la dictature était en place. J'avais appris à parler par signes, comme dit un poète haïtien. Mais les jeunes d'aujourd'hui en Haïti ont une autre culture. Ils ont appris à ne plus se taire. Et je pense que la liberté de la presse, la liberté d'expression et d'opinion en Haïti est, je dirais, irréversible. Et je ferai une réponse très courte à la deuxième question, à savoir, est-ce que en 2003 et 2004, les médias n'avaient pas pris la place des acteurs? En disant cela, en soulignant cela, tout à l'heure dans mon exposé, je faisais justement référence à cette époque-là. Je pense que effectivement, dans le rapport à la réalité, dans le rapport au secteur protagoniste de la situation politique de cette époque-là, parfois, certains médias étaient allés trop loin. Dans les accointances, dans la proximité avec ces acteurs-là. Et certains journalistes et médias, à l'époque, avaient perdu leur autonomie dans la définition de l'agenda médiatique, avaient aussi perdu leur sens critique, ce qui, pour moi, est fondamental, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre d'un processus d'information de qualité. Donc voilà pourquoi je parlais d'acteurs médiatiques, de journalistes, n'est-ce pas, qui ne doivent pas se confondre avec les acteurs sociaux, les acteurs politiques. Nous sommes là pour faire la médiation, mais pas pour prendre des dispositions ou bien pour agir à la place de ces acteurs-là. Pour moi, c'est un des repères éthiques importants. Ça, j'ai déjà répondu, oui. La première, je pense qu'elle revient à ma collègue, c'est la presse dominicaine. Oui, c'est... Quels sont les défis rencontrés par la presse dominicaine dans la recherche d'une démocratie? Dominicana. Y creo que te viene la pregunta en un contexto muy interesante de las últimas semanas, el uso de las redes sociales. Y como tú me decías también, a propósito de lo que hablaba... Sí, à partir de ce que disait Pierre, la génération d'aujourd'hui est très différente à ceux qui sont nés sous la dictature. Moi, je suis né dans les années 70, né un tout petit peu avant moi. Nous qui sommes nés dans la liberté, nous avons déjà d'autres critères et nous pouvons exiger ces changements. Il y a quelques années, il y a eu un mouvement ici parce qu'il y a eu des entreprises privées propriétaires. Le propriétaire avait un journal, le journal Il Caribe. Il voulait transformer un parc national en cimetière, une usine de ciment. Et au début, les jeunes, à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et blogs, ont commencé à dire non à l'usine de ciment, non à l'usine de ciment. À ce premier moment, les milieux, les moyens écrits n'avaient pas publié, ils n'avaient pas fait écho de cette information. Aucun n'avait publié des protestations des jeunes. C'était un mouvement par les médias. Et à la fin, ils ont dû faire des publications et à la fin, on n'a pas construit l'usine de ciment. Tout récemment, il y a un mouvement aussi des jeunes gens,
de cette génération qui a commencé un mouvement contre une réforme fiscale et pour un 4% pour l'éducation. On a commencé ce mouvement auspicié par les jeunes qui définitivement sont ceux qui motorisent les changements. Autrement, Obama ne serait pas le président. Et c'est pareil pour le 4% pour l'éducation et tout récemment le cas de la réforme fiscale. Au début, les médias ont été très timides, les médias écrits ont eu beaucoup de timidité à faire des publications, mais la force de la jeunesse, la force des élans des médias, utiliser les réseaux sociaux ont encore vaincu et ils ont dû parler, en faire référence et ils ont vaincu et notre voix a été entendue. Ce sont ces défis de la presse. C'est paradoxalement, c'est de vaincre les intérêts économiques qui entourent les médias. Parce que les journalistes, on peut avoir un agenda, mais si c'est contraire à l'intérêt d'un impresario, parfois ceci est pris en compte pour la publication ou non, mais ou lorsque ça heurte les intérêts du gouvernement, ça peut affecter aussi. Mais heureusement pour nous, en tant que génération, nous avons des réseaux sociaux, nous avons des moyens alternatifs. Si on continue à les utiliser et à encourager son utilisation, on aura un journalisme 2.0 qui va nous aider à vaincre les médias écrits et surtout à ce que les défis soient plus petits. Aujourd'hui, pour te répondre de manière un peu plus ponctuelle, ce sont les médias, les intérêts économiques. À l'intérieur des médias, c'est l'un des principaux défis, peu importe le propriétaire ou l'entreprise qu'il a, mais que cette histoire mérite d'être racontée et d'être publiée indépendamment de ce que l'on raconte. Et d'une certaine manière, il y a l'internationalisation de l'agenda à travers les médias. À la fin, ce message sort par une voie quelconque et ça a été repris par des moyens internationaux pour arriver à l'intérieur du pays parce que c'est devenu un point d'agenda dans d'autres pays. On va prendre d'autres questions. Je vois qu'on a quelques questions des réseaux sociaux. On a quelques questions. Très bonjour. On va commencer avec Twitter, avec Gettori Corleone qui demande « Les journalistes travaillent pour un patron et il ne peut pas critiquer les questionnements de celui-là. Comment fait-on un journalisme critique ?» La deuxième, c'est la web de Franina. Comment change-t-on la vision de la réalité internationale si les entreprises médiatiques ne paient pas d'une façon digne les journalistes et ne sont pas intéressés à placer un correspondant dans les pays qui puisse nous donner une vision meilleure de la réalité? Un premier jour, très bonjour. Mon nom c'est José Luis Almonte Ramirez. La question c'est pour les deux de l'Université autonome de Santo Domingo. Vous avez exploré les explications sur la problématique entre Haïti et République dominicaine, peut-être sur le manque de communication entre les deux pays. Vous avez la perspective vous avez une perspective qui vise mieux la vision du journalisme dominicain que l'haïtien. Si vous avez une perspective ou une approche qui relationne des suggestions pour renforcer ces relations. Mi
nombre de comunicación social en UTESA. Mi pregunta communication à UTESA. ¿qué se pueden hacer Pour les deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour relationner le journalisme de deux pays? Oui, c'est très pareil à la question. Comment peut-on faire un journalisme critique? Comment on le fait? Sans nous auto-censurer. En tant que journaliste, on ne peut pas donner place à l'auto-censure. Comment peut-on, un journalisme critique, comme disait Gaston, on doit nous demander nous-mêmes, journalistes, avec comment je compte cette histoire et comment je dis ce qu'il faut dire, indépendamment de ce que je pense, indépendamment de l'opinion du média pour lequel je travaille. Comment je fais un journalisme critique sans manquer mes propres critères de journaliste ou d'être humain. Parce que pour être un bon journaliste, il faut être un bon être humain. Pour être un journaliste critique, il faut avoir conscience de la réalité qui t'entoure. Il faut que tu sois conscient de ton contexte et de ton histoire. Comment je peux être un journaliste critique? En racontant toutes les parties de l'histoire. Non seulement une version de l'affaire, minimum 4 sources confrontées, apportées. Comment être un journaliste critique? Nous respectons nous-mêmes. Ce que l'éditeur fasse, ce que le média fasse avec mon histoire, c'est leur problème à eux. Moi, j'ai fait mon rôle, je jouais mon rôle, je fais un travail sérieux, critique. Quand j'étais rapporteur, j'ai gagné une mauvaise fin, la réputation de très dur. Je n'étais pas faible. Le journaliste, le fonctionnaire est dans l'obligation de faire. Quand un journaliste te dit, quand un fonctionnaire te dit quelle bonne question, c'est parce que toi tu as rendu facile son travail. Pour être un journaliste critique, il faut aller avec un peu de mauvaise foi, mauvaise intention. Il faut toujours l'avoir, se méfier toujours. Un journaliste critique ne peut pas plaire tout le monde. Un journaliste critique n'est pas un candidat ou une candidate à un concours de sympathie ou de beauté. Il faut respecter parce que ta source mérite du respect, mais une relation ne doit pas affecter ton point de vue réel sur les choses. Donc pour être un journaliste critique, il faut être un être humain critique, responsable et conscient du poids que vous avez sur vos épaules. Aider à former une conscience citoyenne. Et je répète, indépendamment que ton éditeur décide faire connaître ton histoire, c'est leur problème à eux. Tu dois faire un journalisme critique. Pour ce faire aujourd'hui, quand il y a beaucoup de médias, beaucoup d'intérêts politiques, il faut être créatif aussi. Il faut, pour te faire publier une histoire, il faut la vendre, il faut faire une bonne entrée, un bon lead. Et après, tu vas raconter ton histoire. Il faut être créatif. Donc, ce n'est pas seulement être critique, parce que oui, moi, je veux être critique. Un des journalistes que j'adore lire dans cette génération, c'est Liriano. Il fait un journalisme critique, ses histoires sont publiées, il est conscient de sa responsabilité. Il faut les publier parce que ces histoires sont bonnes. Si tu es bon et tu es critique, tes histoires vont être publiées. C'est possible.
Deuxième question, comment changer la vision? On a parlé un peu de ça. Il faut contribuer au changement de l'agenda. Il faut changer les attitudes, les perceptions. En changeant la manière de raconter nos histoires, l'opinion publique se construit des perceptions, avec des perceptions. Attitude qui conforme des perceptions, perception qui construit opinion publique qui est d'avoir position, idée par rapport à un thème, faisant des histoires qui changent la perception que l'on